Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette dernière session et l'heure un peu tardive. Donc là, nous allons parler des différentes RPC auxquelles a participé le groupe Francogine, avec après une revue des différents articles qui ont été abordés sur le sujet. Donc pour commencer, ce sera le professeur Ouldamer qui nous rappellera les RPC de l'INCa sur le cancer de l'ovaire. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la même présentation qu'on avait faite il y a 2 ans avec les RPC concernant le cancer de l'ovaire, qui regroupait le groupe de recherche Francogine, bien sûr le CNGOF, l'ASFOG, Arcagie Gynéco, et ça a été fait sous l'égide de l'INCa. On commence par la prise en charge des cancers de l'ovaire de stade présumé précoce. Présumé parce qu'on parle bien sûr des examens d'imagerie, donc les stades 1 à 2A. Quand vous avez une masse annexielle qui est considérée comme suspecte, on considère que vous avez bien entendu commencé par faire une échographie endovaginale et suspubienne. Si elle est suspecte de malignité indéterminée ou complexe, vous faites une IRM lombopelvienne. Et si elle est considérée comme une masse suspecte de cancer de l'ovaire, on est censé faire dans le bilan un scanner thoraco-abdominopelvien. Et si on confirme qu'on est à un stade précoce présumé, eh bien, la chirurgie sans rupture de la masse, avec une chirurgie complète incluant les curages pelviens et lombo-aortiques, reste la règle. La voie célioscopique est autorisée. Bien entendu, ce qui est peut-être discuté, c'est le fait de faire d'abord le prélèvement de la masse en elle-même, parce qu'il y a quand même des enjeux d'organisation et de régulation des plages opératoires. Il y a aussi des enjeux de gestion de la fertilité de la patiente en fonction de son âge. Donc soit vous faites l'examen extemporané en même temps que la chirurgie, soit vous faites 2 interventions décalées. Et si on est dans un stade présumé avancé, donc ça sera plutôt une célioscopie exploratoire diagnostique que l'on va faire. Donc les situations de préservation de la fertilité en cancer de l'ovaire, elles sont relativement rares. Pour essayer de situer, ça concerne environ 50 patientes par an. Bon, c'est pas beaucoup, mais on sait qu'on a 5000 cas par an de cancer de l'ovaire en France. Donc ça, c'est bien sûr des femmes en âge de procréer. Pour les séreux, les mucineux, les endométrioïdes de bas grade, c'est les stades FIGO 1A. Bien sûr qu'il faut avoir d'abord fait une stadification complète avec un curetage endo-utérin pour les endométrioïdes et les mucineux. Un bilan négatif et bien sûr une discussion en RCP locale, voire nationale. On peut considérer acceptable une annexectomie unilatérale. Pour les séreux, les mucineux, les endométrioïdes de stade 1A de haut grade, ou les mucineux et les endométrioïdes de bas grade de stade 1C1 ou 1C2, c'est plutôt une annexectomie bilatérale avec une conservation utérine et des considérations de don d'ovocytes, sachant que le risque de récidive reste quand même considéré comme élevé pour ces patientes. Pour le traitement adjuvant, pour les cancers de l'ovaire de stade précoce, lorsqu'on est en situation de cancer de l'ovaire de haut grade, la chimiothérapie est indiquée et c'est un grade A. Pour les séros de haut grade, c'est l'association qui doit comporter un sel de platine, préférentiellement du carboplatine. Quand vous avez un stade 1A ou un stade 1B, c'est au moins 3 cycles et on peut aller jusqu'à 6 cycles. Et quand vous avez un stade qui est supérieur ou égal pour les séros de haut grade au stade 1A, c'est 6 cycles de chimiothérapie. On ne peut pas, effectivement, émettre des recommandations concernant les carcinomes séreux de bas grade, les endométrioïdes de bas grade, les cellules claires, les mucineux. Et en général, on demande un avis au centre des tumeurs rares de l'ovaire, sachant que pour ces patientes-là, en règle générale, on fait quand même attention à la présence d'emboles lymphovasculaires, un travail sur lequel le groupe Francogine s'est beaucoup impliqué. Pour la prise en charge des cancers de l'ovaire, de la trompe et du péritoine de stade avancé, donc les stades 2B à 4, donc on sait qu'on est en situation où il y a de la carcinose péritonéale. Qui dit carcinose péritonéale ne veut pas dire que c'est forcément inopérable. Il y a des carcinoses péritonéales qui sont opérables. La seule difficulté, c'est de parler de la même chose.
Qu'est-ce qui est résécable, qu'est-ce qui n'est pas résécable? Et ce qu'on avait établi lors de ces recos, c'est que les marqueurs tumoraux au diagnostic sont obligatoires, que le scanner thoraco-abdominopelvien reste le standard, par rapport y compris au TAP scanner, bien entendu, sauf si vous faites des TAP scanners injectés pour avoir le scanner en plus, avec des coupes fines, et que la célioscopie diagnostique reste la règle, avec des biopsies qui sont réalisées, qui sont multiples. On parle en règle générale au minimum de 4 biopsies larges qui font plus d'1 centimètre pour des considérations actuellement de recherche de mutations génétiques en somatique. Et au minimum, on doit utiliser un score de Fagotti qu'on doit maîtriser. Vous avez des évaluations. Donc, moi, je suis dans une région relativement large. Le score de Fagotti, c'est soit 0, soit 2, il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai des patientes qui me sont adressées avec des scores Fagotti en chiffres impairs, ce qui est impossible. Ce n'est pas au milieu, c'est soit c'est résécable, et ce n'est pas parce qu'il y a de la carcinose que c'est forcément 2. C'est-à-dire que si on dit qu'on a une infiltration massive du grand épiplomb, c'est que ce n'est pas possible de réséquer l'épiplomb, entre guillemets, tout seul. Ça veut dire qu'il y a par exemple une infiltration, c'est tellement rétracté que c'est dans l'estomac, éventuellement avec le côlon transverse. Sur les coupoles diaphragmatiques, ce n'est pas parce que vous avez de la carcinose péritonéale que ça n'est pas opérable. Ça veut dire, si vous mettez un 2, c'est que ça implique éventuellement les 2 coupoles diaphragmatiques, que c'est une miliaire étendue, confluente, et que vous n'arriverez probablement pas même avec une résection élargie à faire une résection complète. Et ainsi de suite. Donc après, à l'époque où on avait écrit ces recommandations, on avait aussi évoqué les catégories de Makar. Pratico-pratique, ce n'est pas quelque chose qui a été retenu dans la littérature actuelle et ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre pratique courante. C'est un score que vous voyez qui va de la catégorie 1 à 5, avec les 4 premières catégories qui sont considérées comme opérables et la 5e comme non opérable. C'est un score qui évalue la charge tumorale et la complexité chirurgicale. Donc, pratico-pratique, vous avez une carcinose péritonéale, on dose les marqueurs tumoraux pour voir s'ils sont... Alors, quand je dis les marqueurs tumoraux, c'est le CA125, le HE4, avec un score de ROMA, bien entendu. Vous faites un scanner thoraco-abdominopelvien, la célioscopie diagnostique, exploratoire et diagnostique, avec l'utilisation minimum de score de Fagotti. Il y a des évaluations du score PCI en célioscopie, mais qui n'ont pas été évaluées. Donc, soit la patiente est considérée comme opérable, il y a les considérations de constatation péropératoire, mais il y a les considérations qui concernent la patiente elle-même, c'est-à-dire que si elle est en mauvais état général, extrêmement dénutrie, il faut bien sûr peser le pour et le contre pour discuter une chirurgie première. La chirurgie en elle-même, donc il est recommandé bien sûr de réaliser une chirurgie complète péritonéale sans résidu tumoral macroscopique, la fameuse chirurgie CC0, donc dans les stades 3. Alors dans les stades FIGO 4, on met dans les stades 4 y compris les épanchements pleuraux. On peut avoir parfois des discussions sur est-ce qu'on opère un stade 4 avec un épanchement pleural minime. Ça peut arriver effectivement qu'on puisse faire une chirurgie première sur un stade 4 avec un épanchement pleural minime. Mais si vous avez des métastases pleuro-pulmonaires ou autres, effectivement, c'est une chirurgie première d'emblée. En cas de laparotomie, il est recommandé d'évaluer la charge tumorale par le score péritonéal cancer index. Et il est bien sûr, et maintenant il y a un décret qui est sorti depuis, à l'époque on avait dit un centre réalisant au moins 20 chirurgies de cancer de l'ovaire de stade avancé. Le décret est passé, mais l'évaluation sur le terrain, elle est plus difficile parce qu'il se base sur des chiffres qui sortent des codages. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas de codage pour pouvoir dire que c'est une chirurgie de stade avancé. On sait juste dire combien le centre lui-même fait de cancer de l'ovaire plutôt que combien de cancers de l'ovaire localement avancés. La place des curages, elle est toujours débattue depuis l'essai qui est sorti depuis quelques années maintenant. Ce qui est toujours d'actualité, et là il y a une espèce d'hétérogénéité sur les pratiques françaises. Il est recommandé, dans les cancers de l'ovaire localement avancés, de faire bien sûr une chirurgie sans résidu tumoral macroscopique en fin de chirurgie, de faire des lymphadenectomies lambo-aortiques et pelviennes en cas de suspicion clinique ou radiologique d'adénopathie métastatique.
Si on n'a pas, on n'est pas censé faire, on n'est plus censé faire de curage lombo-aortique. Après, les discussions, c'est est-ce que c'est valable pour l'intervalle, est-ce que c'est pas valable pour l'intervalle? On se rend compte actuellement qu'il y a quand même des différences de pratique en fonction des centres et de ce que chacun pense pour sa patiente. Lorsqu'on fait une chimiothérapie, la chimiothérapie en cas de chirurgie première. Donc, lorsqu'on a fait une chirurgie complète première, c'est un minimum de 6 cures de chimiothérapie qui inclut bien sûr l'association d'un sel de platine. Il est recommandé de débuter la chimiothérapie dans les 6 semaines après la chirurgie. Et on avait retenu l'indication de proposer une chimiothérapie intrapéritonéale selon le protocole Vendriel, le seul qui était recommandé. Pour la chimiothérapie intrapéritonéale, je ne vais pas m'étaler dessus parce que sur la session précédente, le professeur Lavoué avait déjà fait un topo qui résumait la façon dont c'était fait. Et donc, bien sûr, le protocole, ça doit être celui d'Ovipec. Pour la réhabilitation périopératoire, à l'époque où on en avait parlé, ce n'était pas vraiment standardisé, mais actuellement, l'utilisation de la réhabilitation ou la récupération accélérée après chirurgie, appelez ça comme vous voulez, la RAC avec un seul A ou avec 2 A, normalement, maintenant, c'est un standard. Qu'on le fasse avec la société RAS ou qu'on le fasse indépendamment de cette société, actuellement, le protocole pour le cancer de l'ovaire, il a été mis en place à la fin de l'année dernière, qui est accessible dans les publications. Bien sûr, ça implique des choses pour la patiente, ça implique des choses du côté anesthésie, du côté de la chirurgie, en préopératoire, en péropératoire, en post-opératoire, mais normalement, c'est un standard. Concernant les patientes âgées, bien sûr, il est recommandé, alors après, qu'est-ce qu'on appelle âgé? Dans la littérature, c'est un peu compliqué, mais en règle générale, c'est quand même à partir de 75 ans. Après, vous savez comme moi qu'on s'adresse à une population qui est fragilisée par la maladie. Il y a l'âge physiologique, il y a l'âge chronologique, et à partir de 70 ans, on peut faire une évaluation courgériatrique avant la prise en charge d'une patiente âgée avec une carcinose péritonéale étendue, pour savoir si on se lance sur des chirurgies complexes ou pas, est-ce qu'elle va pouvoir tolérer la chimiothérapie ou pas, pour savoir comment est-ce qu'on va gérer la patiente dans l'ensemble. Dans le traitement adjuvant des cancers de l'ovaire de stade avancé, la chimiothérapie reste recommandée toujours avec un délai dans l'idéal inférieur à 6 semaines. La combinaison de carboplatine et de paclitaxel, bien entendu. Et le fractionnement hebdomadaire avait été considéré comme toléré pour limiter les effets indésirables. Et la place de la chirurgie d'intervalle, ça a toujours été de dire on fait ça après 3 à 4 cycles de traitement par chimiothérapie, sachant qu'on ne sait pas si la patiente n'est pas opérable après 3 à 4 cycles, si c'est recevable de proposer une chirurgie après 6 cycles. Il y a un essai en cours, l'essai chrono, qui essaie de répondre à cette question pour savoir la place de la chirurgie éventuellement après 6 cures de chimiothérapie néoadjuvante. La place de l'olaparib, à l'époque où on avait émis ces recommandations, elle venait à peine d'être identifiée et mise en place. Maintenant, c'est devenu un standard. On va même beaucoup plus loin. À l'époque, on parlait de l'olaparib tout seul. Mais depuis la publication dans le New England de nos collègues de Lyon, on sait qu'on peut aussi proposer l'association olaparib-avastin en traitement d'entretien de ces patientes. Actuellement, c'est les patientes HRD, mais ça s'étend de façon un peu plus intense. Pour le bevacizumab, donc il est proposé en association, donc il est toujours débuté avec de la chimiothérapie. Jusque-là, on mettait le BEVA pour les patientes qui n'étaient pas mutées. Ce qui était relativement fait, ces patientes pas mutées et pas HRD, elles avaient du BEVA tout seul. Celles qui étaient HRD, elles avaient les deux. Les patientes qui étaient mutées, elles avaient olaparib et BEVA. Mais les choses sont en train de changer extrêmement rapidement et probablement que ce qu'on l'en fait actuellement ne sera plus valable l'année prochaine. Et tant mieux pour nos patientes. En ce qui concerne le suivi, pour une patiente qui n'est pas en chirurgie complète,
Le suivi post-thérapeutique, ce n'est pas celui-là. Là, on parle uniquement des patientes qui ont une chirurgie complète avec un traitement complet considéré comme en rémission en première ligne. Donc, celle-là, on ne fait pas de biologie dans les 6 premiers mois. On commence à partir de 6 mois. On avait mis à l'époque HE4 ou CA125, sachant qu'il fallait que le CA125 initial soit informatif. Je me permets de glisser qu'un protocole, un essai randomisé du groupe Francogine a été accepté dans cette situation, c'est-à-dire les patientes pour lesquelles un CA125 initial était informatif. On propose de faire, et qui bien sûr ont eu une chirurgie complète, considérée en rémission, on propose de randomiser les patientes en surveillance en CA125 seul versus CA125 et HE4 et voir ce que peut impliquer le fait de dépister peut-être plus rapidement une récidive si on associe le HE4 peut impliquer en termes de survie pour ces patientes. Et on a mis que pour les autres patientes, normalement, on ne fait pas de surveillance paraclinique, entre guillemets, mais pratico-pratique, vous savez bien qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas, en fonction des pratiques des centres, on peut faire des marqueurs, on peut attendre qu'elles soient symptomatiques, on peut faire de l'imagerie, ça c'est des discussions d'équipe et au cas par cas pour les patientes. On avait aussi mis une place pour le traitement hormonal de la ménopause après le traitement du cancer de l'ovaire. Donc, il est recommandé de proposer un traitement hormonal de la ménopause aux patientes de moins de 45 ans après un traitement non conservateur d'un cancer séreux de haut grade ou mucineux. Pour les patientes de plus de 45 ans, on peut le proposer en cas de syndrome climatérique et donc dans le cadre d'une évaluation individuelle des balances bénéfices-risques après un cancer séreux de haut grade ou mucineux. Mais on ne peut pas établir de recommandations en ce qui concerne les séreux de bas grade et les endométrioïdes de bas grade. Je vous remercie pour votre attention. On fera les discussions après le deuxième topo, si tout le monde est d'accord. C'est donc une présentation du professeur Carcopino qui va nous faire une mise au point sur les différents travaux du groupe Francogine dans le cancer invasif de l'ovaire. Donc, bonjour à tous. Alors, on avait trouvé que c'était une bonne idée de faire le point sur les travaux du groupe Francogine, déjà pour qu'on puisse avoir l'occasion de faire un bilan nous-mêmes sur nos activités de recherche, puisque je vous rappelle que le groupe Francogine est un groupe de recherche et que l'idée initiale, c'était de mettre en commun des bases de données pour pouvoir faire de la recherche clinique. Donc vous avez ici un petit peu la présentation de ce qu'est le groupe Francogine. Donc c'est en gros apparenté à la commission cancérologie du CMGOF. Et vous voyez que ici, sont tous les centres qui ont participé et qui ont incrémenté des bases rétrospectives avec donc des bases sur le cancer de l'endomètre, le cancer du col, le cancer de l'ovaire dont on va parler aujourd'hui, les tumeurs borderline de l'ovaire, le cancer de la vulve et plus récemment l'adénocarcinome in situ du col utérin. Alors pour le cancer de l'ovaire, si mes données sont exactes, parce qu'en fait c'est toujours difficile de savoir exactement où on en est dans ces bases, qui sont à la charge des responsables qui les gèrent, on serait autour de 1500 patientes incluses dans le cancer de l'ovaire sur 11 centres. Donc ça fait quand même une base de données conséquente et avec des informations cliniques qui sont très étendues, aussi bien sur la prise en charge initiale que sur les modalités thérapeutiques, mais également le suivi. Et vous allez voir qu'à partir de cette base, le groupe Francogine a réussi à faire de nombreuses publications et je vais vous proposer un petit voyage à travers ces publications qu'on voit ensemble un petit peu exactement ce qui a été écrit à partir de ces données. Alors, concernant le bilan initial, on a plusieurs études, vous allez voir, sur la place de la TEP-TDM. Pour le bilan initial, cette étude première 2020 a évalué la place de la TEP pour faire le bilan de la carcinose péritonale initiale en vue du bilan de résécabilité, ce bilan de résécabilité dont Lobna a parlé, qui est toujours un petit peu délicat. Alors vous voyez que c'est plusieurs, là c'était sur une analyse rétrospective sur 90 patientes et on a plusieurs cibles qui avaient été évaluées. Donc vous avez l'omentum, l'intestin grêle, le côlon, les coupoles diaphragmatiques, les ovaires, des nodules pelviens et l'atteinte ganglionnaire, donc aussi bien pelvien que lombo-aortique. Et vous voyez grosso modo, ce qui ressort de cette étude, c'est que la sensibilité de la TEP initiale
dans le cancer de l'ovaire pour le diagnostic de l'atteinte de ces différentes cibles, et y compris les ganglions, on va en reparler après, la sensibilité est faible, mais la spécificité est assez importante. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce qu'en gros, on va retrouver la même chose dans d'autres utilisations de la TEP. Ici, une autre étude qui évalue là aussi la TEP, cette fois-ci sur 145 patientes qui étaient de stade avancé. Alors juste un petit aparté, mais ça vous l'aviez bien compris, quand on fait ces études rétrospectives et qu'on utilise cette base, évidemment il y a des critères d'inclusion, on n'utilise pas toujours les 1500 patientes de la base bien évidemment, et on sélectionne celles qui peuvent nous intéresser pour l'étude. Là, c'était pour la recherche initiale de l'atteinte ganglionnaire. La question sous-jacente, c'est ce qu'a soulevé Lobna, à savoir est-ce qu'il y a un intérêt à faire un geste ganglionnaire lors de la prise en charge initiale de ces patientes de stade avancé. Eh bien, vous voyez qu'on va retrouver grosso modo à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce soit de manière générale ou en bilan initial ou après chimiothérapie néoadjuvante, eh bien, vous voyez qu'on a une sensibilité qui n'est pas terrible, une spécificité qui est très bonne et une acuité de l'examen, accuracy ici, qui est finalement pas trop mal. Donc ça fait partie des examens qui peuvent avoir un intérêt, en tout cas, surtout sa capacité à éliminer la présence d'une atteinte ganglionnaire. Alors on a une autre étude qui a été faite ici, qui va un peu plus loin dans cette analyse préopératoire. C'est en fait un algorithme de prédiction de l'atteinte ganglionnaire. Donc les auteurs de cette étude sont partis de 115 patientes. Il y avait 115 patientes qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire et 62 qui avaient une atteinte ganglionnaire. Et en gros, ils ont commencé par identifier les facteurs prédictifs d'atteinte ganglionnaire. Et on ressortent 3 éléments significatifs. Donc le premier élément significatif prédictif de l'atteinte ganglionnaire, c'était l'atteinte ganglionnaire identifiée par l'imagerie, que ce soit le TEP scanner ou le scanner thoraco-abdominopelvien ou les deux à la fois, mais également un score PCI supérieur à 10 ou la présence d'une carcinose au niveau des coupoles. Et enfin, le dernier élément qui était prédictif, eh bien, c'était le CA125 initial s'il était au-dessus de 500. En utilisant ces 3 critères composites, les auteurs ont proposé un algorithme. Et vous voyez ici une courbe ROC. Alors pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce genre de courbe, l'idée c'est de dire que l'aire sous la courbe reflète la valeur prédictive diagnostique du test utilisé. Et vous voyez qu'on a une aire sur la courbe à 0,72. Alors ça ne veut pas dire que c'est mirobolant, mais ça veut dire qu'on a quand même une valeur diagnostique de la combinaison de ces 3 éléments, ce qui permet de proposer un arbre de prise en charge qui reposerait sur un bilan initial avec l'imagerie, donc scanner, TAP et ou TEP scanner, dont on a parlé avant. Alors évidemment, les patientes chez lesquelles une atteinte ganglionnaire est identifiée sont considérées comme à haut risque et pouvant bénéficier d'une lymphadénectomie. Quant aux patientes qui n'ont pas d'atteinte ganglionnaire identifiée, à ce moment-là, on peut s'appuyer en plus sur les 2 éléments qui seraient significatifs, à savoir le PCI supérieur à 10 et le CA125 supérieur à 500, pour définir des patientes en bas risque ou à haut risque, pouvant éventuellement bénéficier de cette lymphadénectomie. Donc ça, c'était un travail qui était assez intéressant en termes de réflexion, de stadification de nos patientes. Un autre travail qui, là on change un petit peu de catégorie, c'était la place du staging chirurgical selon la voie d'abord en chirurgie initiale. Donc là aussi, c'est grande question, peut-on faire des laparoscopies pour le bilan initial du cancer de l'ovaire? Je vous rappelle que, vous le savez tous, historiquement, on a tous appris que l'ovaire c'était une laparotomie sinon rien, et puis évidemment, la laparoscopie a redistribué un peu les cartes, et se pose la question de la place de la cellio pour ces patientes qui ont une maladie initiale de stade précoce. Donc ici, c'était 144 stade 1 ou 2. 107 patientes avaient une laparotomie et 37 avaient une célioscopie. Alors déjà, un résultat très intéressant dans cette étude, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, quand on regarde la proportion de patientes qui ont bénéficié d'une célioscopie d'évaluation avec le temps, eh bien on s'aperçoit que plus le temps passe et plus ces patientes ont eu une laparoscopie. Donc déjà, indépendamment de ce qui est démontré, on voit que les pratiques évoluent. Et c'est intéressant de réaliser que finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes. Déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pas de différence significative en termes de survie ou de survie sans récidive dans ces 2 groupes. Donc en termes d'objectif final, l'objectif c'était de savoir est-ce qu'on va modifier la survie de ces patientes si on leur fait une laparoscopie. Il n'y a pas de différence significative. Alors vous savez très bien que pas de différence mise en évidence ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. En tout cas, toujours est-il que cette étude va plutôt dans le sens de la sécurité d'une laparoscopie dans cette indication. Bien évidemment, là encore, ce sont des études rétrospectives, tout ça. Et donc on a avec un petit nombre de patientes. Un autre type d'étude réalisée au sein du groupe, ça a été l'analyse des délais de prise en charge. Alors c'est intéressant parce que finalement on se pose toujours les questions sur les points d'échoppement des recommandations et on voit déjà plusieurs choses. Cette étude
2021 évalue l'impact du délai d'initiation de la chimiothérapie après chirurgie première. Vous avez une patiente qui a bénéficié d'une chirurgie de cytoréduction complète. Ici, vous en aviez 233 qui avaient été incluses. 73 avaient un stade précoce, 160 avaient un stade avancé. Et on a comparé en gros les caractéristiques de ces populations et la survie en fonction des délais. Vous voyez qu'il y a deux seuils qui apparaissent. Le premier seuil, c'est l'initiation d'une chimiothérapie plus de 6 semaines après la chirurgie de réduction. Vous voyez qu'on n'a pas d'impact vraiment significatif. On a peut-être un impact qui est à la limite de la significativité pour les stades avancés, mais ce qui ressort, c'est le délai de plus de 8 semaines, où là, on a un impact significatif qui commence à apparaître. Cela dit, quand on regarde en analyse multivariée, on s'aperçoit que cet impact significatif, il n'apparaît que pour la survie globale des stades avancés quand on est au-dessus de 8 semaines. Et vous voyez la différence de survie sur les courbes du test du Logranc ici. Vous voyez que sur la survie sans récidive, ça ne change pas. Ça change sur la survie globale, donc ce qui nous fait dire que sur les stades avancés, un délai de plus de 8 semaines peut être un facteur pronostic à ne pas négliger, et à ne pas négliger quand on réfléchit aussi à notre stratégie chirurgicale, parce que c'est aussi la question qui est sous-jacente là-dessous, parce que si vous avez une chirurgie qui est lourde et que vous avez des complications, vous savez que vous pouvez potentiellement pénaliser l'initiation de votre chimiothérapie. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte, et là apparaît un seuil de 8 semaines qui semble être significatif. Un autre point d'analyse du timing de la prise en charge de ces patientes, c'était le fameux timing de la chirurgie d'intervalle chez les patientes qui ont bénéficié d'une chimiothérapie néoadjuvante. Donc évidemment, ce sont ici des patientes ayant des stades avancés. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est 501 patientes de la base. Alors ça, cette base, c'est une étude de 2020. À l'époque, la base avait 1000 patientes. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans une patiente sur deux qui a bénéficié d'une chimiothérapie néoadjuvante dans notre base. Et on voit la différence entre je fais la chirurgie d'intervalle après 4 cycles, ou je fais la chirurgie d'intervalle, enfin avant 4 cycles de chimio, c'est-à-dire à 3 ou 4 cycles, et je fais la chirurgie d'intervalle après, mais au moins 5 cycles, donc parfois même à la fin de la chimiothérapie. Donc quand on regarde cette courbe en analyse univariée, on a une différence qui est significative, et on se dit, bah oui, c'est mieux de faire la chirurgie d'intervalle de façon précoce, et c'est là que c'est toujours intéressant de réfléchir de façon multivariée, puisqu'on s'aperçoit que, certes, il y a un intérêt à faire une chirurgie d'intervalle précoce en univarié, mais vous voyez qu'en multivarié, ça ne sort plus de façon significative. Alors c'est 0,09, c'est pas loin de la significativité, donc il y a probablement une petite tendance, mais en fait, il y a probablement un gros biais de confusion là-dedans. C'est que l'élément qui sort de manière la plus significative, c'est la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Et vous savez que vous serez d'autant plus enclin à faire une chirurgie d'intervalle précoce que la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante est importante. Et donc forcément, vous allez forcément biaiser la place de la chirurgie là-dedans. En clair, ce qui sort de façon probablement le plus déterminant dans cette étude, c'est que la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante est un élément déterminant du pronostic. Mais là, ce sont des choses que vous saviez déjà. Concernant les stades avancés maintenant et la prise en charge de ces stades 3-4, il y a quelques études assez intéressantes sur la prise en charge de ces patients. D'abord, l'impact des curages après chimiothérapie néoadjuvante sur les CRE de haut grade, donc dans ces chirurgies d'intervalle. Est-ce qu'on a un bénéfice à faire un curage chez ces patientes, un curage ganglionnaire bien sûr? 255 malades. Alors cette étude, elle est intéressante, mais malheureusement, elle est très biaisée, puisque les deux groupes ne sont pas du tout comparables. Et il y a énormément de biais dans ces études, et c'est vrai que quand on voit les analyses en univarié, ça sort pas, il n'y a rien qui sort. Quand on regarde en multivarié, il y a une différence, mais uniquement sur la survie sans récidive, et pas sur la survie globale. Donc c'est une étude qui, je trouve, est assez difficile à interpréter, qui est probablement, malheureusement, biaisée par des groupes qui sont insuffisamment appareillés. Quand on regarde une autre étude qui regarde les facteurs déterminants d'une optimisation de la prise en charge des stades 4, eh bien là, c'est un point qui est extrêmement intéressant. Vous voyez que sur ces 208 patientes analysées rétrospectivement, on se pose la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prise en charge de ces stades avancés. Et vous voyez que ce qui va sortir en premier sur la courbe de survie, c'est la possibilité de les opérer. Et ces patientes de stade 4, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'elles sont sur des stades avancés qu'on ne peut pas les opérer. Et la chirurgie reste un des éléments importants du pronostic. Si on regarde la place du pronostic des patientes qui ont eu cette chirurgie avec une chimio néoadjuvante, on voit qu'elles ont un pronostic qui est un petit peu moins bon. Et les patientes qui ont le pronostic le pire, c'est les patientes qui ont une chimiothérapie seule. Mais là encore, vous pouvez me dire, mais tout ça est donné par la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, évidemment, puisque ça va être l'élément premier.
Et d'ailleurs, vous voyez que finalement, on retrouve ces 3 facteurs prédictifs de survie. La possibilité de faire une chirurgie première, mais quand elle est possible, elle est possible. Et quand elle n'est pas possible, malheureusement, eh bien, on se retrouve dans d'autres situations. Et savoir la possibilité de faire une chimiothérapie complète, la possibilité de les mettre ensuite R0. Et puis, évidemment, quand on ne pourra pas les opérer, on voit qu'on se retrouve dans une situation la plus délétère en termes de pronostic. Autre étude avec 483 patientes analysées rétrospectivement. Cette fois-ci, on analyse des stades avancés qui ont été traités par chimiothérapie néoadjuvante et chirurgie d'intervalle. On se retrouve à peu près dans les mêmes éléments de réflexion et on voit que ce qui ressort en multivarié, c'est la possibilité de mettre la patiente R0 lors d'une chirurgie d'intervalle. Donc, c'est des choses qu'on imaginait déjà. Et un autre point très intéressant, c'est la négativité de la cytologie péritonéale qui témoigne tout simplement de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, qui reste encore un des éléments déterminants. Et vous voyez que quand on compare ces patientes qui ont une chimiothérapie néoadjuvante, qui n'ont pas de résidu tumoral et qui ont un résidu tumoral en termes de capacité de résection chirurgicale, on retombe toujours sur ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que si vous les opérez sans avoir de possibilité de supprimer un résidu tumoral macroscopique, le pronostic est grévé de façon significative. Mais la cytologie péritonéale est un élément déterminant du pronostic et qui témoigne tout simplement de la réponse à la chimio. On retombe sur les mêmes choses. Dernière étude qui va toujours dans le même sens, c'est cette étude qui a évalué l'adhésion aux recommandations avec une étude qui a été sur 1463 patientes et qui a évalué l'impact de l'application des critères ESMO sur le... Désolé, j'ai mis un N à ESGO. ESGO-ESMO sur le pronostic de ces patientes. Et on voit que l'adhésion à ces recommandations conditionne le pronostic des patientes de stade avancé. Sur les stades précoces, clairement, il n'y avait pas de différence significative et ça impactait de façon significative les stades avancés avec 2 éléments déterminants qui étaient 1, la possibilité de faire une chirurgie de cytoréduction complète et 2, la possibilité de faire une chimiothérapie complète. Mais vous savez que ces éléments sont grévés là aussi de façon biaisée puisque on ne va pas attribuer une chimiothérapie à une patiente parce qu'on n'a pas envie de la faire. C'est tout simplement qu'on a parfois des situations dans lesquelles on ne pourra pas la faire, soit parce que la chirurgie a été compliquée, soit parce que la patiente est dans une intolérance. Toujours est-il qu'on ressorte cette fois-ci d'un impact significatif de ces recommandations sur les stades avancés. D'autres études sur la valeur des emboles, avec une première étude qui vous montre sur 410 malades l'impact significatif de la présence d'emboles et également de la présence de récepteurs aux œstrogènes sur la tumeur, avec des résultats qui sont parfois un petit peu surprenants. Alors ce sera intéressant de discuter avec les auteurs parce qu'on ne sait pas très bien exactement quelle est la place et le rôle de ces récepteurs hormonaux sur la tumeur, et clairement les résultats ne font que insister sur cette incompréhension. Toujours est-il que ces éléments ressortent de manière significative à tel point que les auteurs suggéraient que ces points soient systématiquement renseignés dans les comptes rendus opératoires. Une autre étude qui vous dit exactement la même chose, mais qui là, cette fois-ci, se focalise uniquement sur les emboles, mais cette fois-ci des tumeurs plus rares. Là, l'étude précédente, c'était les CRE de haut grade. Là, ici, on a 204 patientes qui ont des tumeurs rares, donc c'était des cellules claires, des mucineux, des CRE de bas grade, des endométrioïdes. Et vous voyez que là aussi, sur cette série, la présence d'emboles impactait significativement et la survie sans récidive et la survie globale. Autre étude sur la prise en charge des récidives. On arrive quasiment au bout des études qui ont été réalisées par le groupe en quelques années. Donc, on a cette étude qui a évalué la différence et la signification pronostique des récurrences ganglionnaires isolées en comparant les patientes qui faisaient une récurrence ganglionnaire isolée et celles qui avaient une récurrence sur le mode carcinose. Et vous voyez que finalement, il n'y avait aucune différence entre ces deux groupes et que la récurrence ganglionnaire isolée, finalement, n'est pas grévée à un meilleur pronostic que cette carcinose qui caractérise malheureusement souvent l'évolution de nos patientes. Pour les femmes âgées, alors Vincent est parti. Vincent s'est fait le grand spécialiste et le grand étendard de la femme âgée dans le cancer et a fait 2 travaux sur ces patientes âgées avec des constats qui sont malheureusement, qui étaient ceux qu'on attendait, à savoir les conclusions, c'est de dire que malheureusement, on modifie peut-être trop nos attitudes thérapeutiques chez ces femmes âgées et qu'on n'est pas assez, on a peur d'avoir recours à des traitements habituels, à des traitements standards, parfois à tort, parfois à raison, que l'évaluation oncogériatrique est un élément essentiel de la prise en charge de ces patientes, mais que le grand âge n'est pas associé forcément à une contre-indication de la chimiothérapie ou de la chirurgie.
Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit que ces femmes âgées peuvent bénéficier des traitements, qu'il faut bien les calibrer, qu'il faut bien réfléchir à la stratégie thérapeutique notamment, et en termes de morbidité, mais que ces traitements sont possibles. Et une deuxième étude qui disait exactement la même chose. Alors, vous voyez, ces patientes de plus de 65 ans, alors ça, c'est toujours le problème quand on parle des femmes âgées, Lobna l'a dit tout à l'heure, on parle de quel âge, c'est quoi le grand âge, c'est quoi la définition de l'oncogériatrie. Vous avez l'âge physiologique et l'âge réel, et l'âge, ce sont toujours des éléments difficiles à distinguer, mais toujours est-il qu'on retombe sur les mêmes discussions, à savoir que ces patientes ne bénéficient pas toujours d'une prise en charge optimale. Et puis, le groupe Francogine, ça n'est pas que des études rétrospectives. Nos collègues du groupe qui sont plus orientés sur l'ovaire ont travaillé activement à la rédaction de ces recommandations que l'OMNA vous a présentées. Donc ça, c'est quand même ça a été un énorme travail et je tiens à les en féliciter, surtout que ça a été un travail fédérateur avec d'autres groupes et comme il se doit. Donc c'est un travail qui a été labellisé par l'INCa. C'est aussi quelques lettres ou éditoriaux, avec ici la remise en avant de la CHIP, telle que l'a présentée Vincent, qui est d'ailleurs premier auteur de cette lettre. Et puis, ça a été aussi la réaction très rapide à la situation du Covid. On a tout de suite réagi sur la crise Covid en proposant tout de suite des recommandations pour adapter la prise en charge de nos patientes dans le contexte de cette épidémie, que maintenant on commence à mieux connaître et avec laquelle on a appris à vivre entre guillemets. Et il a fallu effectivement passer par ça. Et vous savez que cette crise Covid va probablement laisser des traces terribles en termes de mortalité associée au cancer non dépisté. On a fait une grosse étude, nous, au niveau européen, dans le cancer du col. On s'aperçoit qu'en gros, la quasi-totalité des pays ont arrêté leur dépistage pendant plusieurs mois, voire parfois pendant plus de 6 mois. Donc on s'attend probablement à avoir des conséquences de tout ça. Et puis c'est aussi la participation à cette enquête nationale sur la pratique dans les cancers de l'ovaire avancé. Donc là, c'était une étude où les gens avaient été interrogés par des questionnaires en termes de qu'est-ce qu'ils font dans telle situation, le recours à l'olaparib, etc. Donc voilà, donc en conclusion, Francogine, c'est tout ça, mais c'est aussi bien d'autres choses. C'est aussi donc ces 15 études rétrospectives multicentriques, c'est aussi toutes les études qui sont en cours actuellement sur la base ovaire. Je tenais à féliciter tous les responsables de base. Je sais que c'est un énorme travail et je les encourage vraiment à continuer leur travail. Il faut qu'on incrémente nos bases, il faut qu'on continue à les maintenir d'actualité, à suivre les patientes parce que je pense qu'une des forces de nos bases, c'est d'avoir des suivis prolongés et que la question de la prise en charge des récidives et la prise en charge à long terme de ces patientes, elle peut être au moins initiée par ces études rétrospectives avec un suivi long comme on va pouvoir en disposer. Donc je crois que c'est un élément important et qu'avant d'avoir des essais randomisés sur le suivi à long terme, je pense qu'on peut déjà continuer à travailler là-dessus. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être les grouper. C'est bon. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on a dit on fera toutes les questions à la fin. On va passer à la présentation suivante. C'est professeur Huchon. Alors, moi, je vais vous présenter on continue sur la thématique ovaire. Je vais vous présenter les recommandations sur les tumeurs borderline de l'ovaire qu'on avait fait aussi avec le groupe Francogine en 2020. Alors, les tumeurs de frontière de l'ovaire, c'est quoi? La véritable incidence, elle reste inconnue. C'est quand même quelque chose qui est assez rare, puis ça représenterait 2 pour 100 000 femmes années aux USA. En revanche, ça touche, contrairement aux tumeurs invasives, des patientes jeunes, puisqu'on a 40% qui sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans. Et là, le plus souvent, à un stade précoce, dans 80% des cas, contrairement aux cancers infiltrants de l'ovaire, qui sont diagnostiqués dans 2 tiers des cas à un stade avancé. Et surtout, bonne nouvelle, excellent pronostic, plus de 99% de survie globale à 5 ans pour les premiers stades. Donc c'est très différent du cancer de l'ovaire. Alors qu'est-ce qu'on a retrouvé dans l'analyse comme facteur qui pourrait favoriser l'apparition de tumeurs frontières de l'ovaire? C'est chez les patients qui ont des antécédents familiaux de tumeurs frontières de certains types de cancers, tels que pancréas, poumons, os, leucémie. Les patientes qui ont un antécédent personnel de cancer de kyste de l'ovaire, d'infections génitales hautes, les porteuses de DIU ou l'ovénorgestrel, la contraception orale,
la multiparité, le traitement hormonal, le coumestrol, les traitements médicaux de l'infertilité par la progestérone et les AINS pourraient favoriser le risque de tumeurs frontières. On retrouve aussi une association du tabagisme aux tumeurs frontières, mais uniquement de type mucineuse. Et par contre, on va retrouver le surpoids et l'obésité comme facteurs de risque spécifiques de tumeurs frontières séreuses. En revanche, la vitamine D protège des tumeurs frontières de l'ovaire et ce sera aussi diminué par le paracétamol. Mais on n'a finalement aucun lien de causalité qui explique vraiment le lien physiopathologique entre ces facteurs de risque et ces tumeurs frontières de l'ovaire. Donc il est hors de question, dans ces conditions, de proposer un dépistage en population générale. Alors les tumeurs frontières, ça représente moins de 5% des tumeurs épithéliales de l'ovaire. Les plus fréquentes, il y a plusieurs types histologiques, c'est les séreuses. Et chez les formes séreuses, on va avoir des formes qui seront bilatérales dans 55% des cas, ce qui est plus fréquent. Et la plupart des cas, ce sera des tumeurs qui seront non invasives, de type épithélial ou desmoplastique, et très rarement invasives dans 10% des cas. Le deuxième plus gros cadre nosologique histologique, ça va être les tumeurs frontières mucineuses, qui elles représenteront, par contre, 85%, se présenteront sous 85% des cas sous forme unilatérale. Et puis après, il y a les tumeurs frontières qui sont plus rares, qui sont les endométrioïdes, les séromucineuses, les Brenner et les cellules claires qui sont exceptionnelles. Alors, je vais vous épargner un peu tout ce qui est recoupe histologique qu'on avait déterminé pour les recommandations. Alors, en revanche, ce qui est important de savoir, c'est que il faut faire parfois relire ces tumeurs frontières de l'ovaire, l'analyse histologique. Pourquoi ? Parce que c'est un diagnostic pour les pathologies, ce qui n'est pas facile. Et donc pour ça, il y a un réseau national qui s'appelle PADGIN, qui fait partie du réseau TMRG, qui fait des relectures 1 à 2 fois par mois des lames que vous pouvez faire adresser. Alors quand est-ce qu'il faut faire relire ? C'est qu'on a un doute sur la tumeur, sur le caractère frontière, quand on a un doute sur le type histologique de la tumeur frontière, et si on a un doute sur le caractère invasif d'un plan. On le fait systématiquement pour toutes les tumeurs frontières séreuses de type micropapillaire et celles qui ont des implants péritonéaux. Et on le fait aussi systématiquement pour toutes les tumeurs mucineuses et cellules claires frontières, c'est des diagnostics qui sont encore plus difficiles. Si jamais vous avez la chance d'avoir des anatomopathologistes qui vous font des examens extemporanés, bien entendu, quand vous opérez une patiente, si vous envoyez un examen extemporané, il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude et qui connaisse la pathologie gynécologique. Parce que si c'est le pro du cancer du rectum, il y a de grandes chances qu'il ne puisse pas vous répondre ou qu'il vous réponde faux. Quand vous vous retrouvez chez une patiente qui a un kyste ovarien aussi, on fera attention de ne pas ponctionner le kyste parce que pourquoi on peut avoir une effraction et dans ces cas-là, on va augmenter le stade FIGO et d'autant plus qu'on n'est pas certain dans ces conditions-là que ce ne soient pas des tumeurs qui sont infiltrantes. Et puis les prélèvements chirurgicaux, quand on fait des biopsies péritonéales sur des implants, ça doit être assez grand pour emmener du tissu sain autour. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait devant une masse annexielle isolée, qui est on va dire la condition par laquelle se présentent le plus souvent des patientes? En général, on va commencer par une échographie dans un premier temps qui va avoir une sensibilité de 90% et une spécificité de 80%. Les experts, ils peuvent faire ce qu'on appelle une analyse subjective. Et puis pour les non-experts, on utilise les règles de Timmerman, les règles d'IOTA, qui sont les règles de lésion bénigne et les règles de lésion maligne. Vous voyez qu'il y a 5 critères bénins, 5 critères malins. Et en fonction de ça, on va classer les patientes entre aspect bénin, donc là on est tranquille, aspect malin et masse indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est devant une masse indéterminée ? Dans ces cas-là, on va prescrire une IRM pelvienne pour caractériser au mieux la masse ovarienne. Et les critères IRM, ils vont permettre de différencier les tumeurs frontières de l'ovaire d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Et donc, on doit faire une analyse assez fine à l'IRM. On recommande d'utiliser la nouvelle classification, qui est maintenant plus très nouvelle, qui est la classification ORADS, qui est à l'instar de ce qui est fait pour le cancer du sein, qui va de ORADS 1 à ORADS 5, et avec un risque qui augmente au fur et à mesure du classement dans ces choses-là. Alors, ça se détermine avec des courbes de diffusion, où on fait une caractéristique assez pointue des choses. Quand on a un ORADS 5, on est à très haut risque de cancer de l'ovaire, c'est plus de 70%. ORADS 4, pareil, ça va être l'ordre de la moitié des cas. Et ORADS 3, par contre, là, on est plutôt dans des ordres de 5%. Et ORADS 1 et 2, c'est bénin en général. Après, quand on a une masse ovarienne, on peut aussi recommander de doser le CA125 et le HE4 pour calculer le score ROMA, sachant que le HE4 n'est pas remboursé toujours par la sécurité sociale,
mais coûte moins cher qu'un CA125. Ce n'est pas un examen qui est très onéreux. Alors, est-ce qu'on peut différencier les tumeurs frontières des tumeurs malignes invasives? Donc on a une IRM qui est recommandée quand on a une lésion suspecte de tumeur frontière en échographie. Et donc, on utilise les signes macroscopiques de l'IRM, comme on a vu tout à l'heure, pour faire les différenciations. Et c'est des protocoles d'IRM qui sont bien spécifiques, qui doivent eux aussi être faits par des radiologues qui ont l'habitude de l'imagerie de gynéco. Il ne faut pas envoyer ces patientes-là aux spécialistes du genou. Alors, les marqueurs, on n'a pas de recommandation par rapport au CA125 et au CA19-9 pour le diagnostic différentiel préopératoire entre les différents types de tumeurs. Pour ce qui est du CA19-9, en général, on peut le faire quand, à l'imagerie, on suspecte une tumeur d'aspect mucineuse multiloculaire. Si les marqueurs tumoraux sont normaux en préopératoire, ils n'ont aucun intérêt par la suite. En revanche, s'ils sont élevés en préopératoire, ça va nous permettre de suivre les patientes et d'inclure ces dosages dans la surveillance. Alors, quand on va prendre chirurgicalement en charge ces patientes qui ont des stades précoces de tumeurs frontières de l'ovaire, si on a une chirurgie sans risque de rupture tumorale qui est possible, on pourra faire une célioscopie et on prendra bien entendu toutes les précautions pour éviter la rupture tumorale. Si jamais c'est trop gros et qu'on voit qu'on ne va pas y arriver, à ce moment-là, on fait laparoconversion. Et quand vous allez extraire votre masse ovarienne, vous le ferez de manière protégée dans un sac. Chez les patientes qui sont ménopausées ou proches et qui n'ont plus de désir de préservation de la fertilité ou endocrine, on proposera une annexectomie bilatérale. Sur les patientes qui ont des formes séreuses bilatérales, on a vu que les types histologiques séreux, c'était celles qui étaient le plus souvent bilatérales. Et à ce moment-là, on pourra essayer de faire une kystéctomie de manière bilatérale dans la mesure du possible pour préserver la fonction ovarienne. Si c'est une patiente qui a un stade précoce de mucineux avec un désir de préservation de la fertilité ou une fonction endocrine, à ce moment-là, par contre, on fera une annexectomie unilatérale parce qu'on verra que les tumeurs mucineuses ont un pronostic qui est un petit peu moins bon. Enfin, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé avec ces recommandations. Quand on a des tumeurs frontières qui sont de type séreuse ou mucineuse, il n'y a aucune indication d'hystérectomie dans la restadification. La seule fois où on peut proposer une hystérectomie, c'est pour les patientes qui ont une tumeur frontière de l'ovaire de type endométrioïde à l'histologie et chez qui on n'a pas de préservation de la fertilité envisageable. Et on peut même, si on a une tumeur frontière endométrioïde chez une patiente qui a un désir de fertilité ultérieure, dans ces cas-là, il faut évaluer l'endomètre en faisant un curetage ou une hystéroscopie, une biopsie d'endomètre ou quoi au caisse, mais pour s'assurer qu'il n'y a rien au niveau de l'endomètre. Pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale des tumeurs frontières de l'ovaire, alors là, c'est pas comme les stades avancés de cancer de l'ovaire, il n'y a pas de recommandation pour qu'elles soient prises en charge, particulièrement dans des centres experts. Les centres experts, ils ont plus leur place en fait dans l'expertise qu'on peut avoir en anapath, l'expertise qu'on peut avoir en imagerie et la technicité des chirurgiens. Alors, petit diagramme pour rappeler donc la prise en charge à proposer chez les patientes qui ont tumeur frontière séreuse ou mucineuse précoce à l'imagerie. S'il n'y a pas de désir de préservation de la fertilité ou une patiente ménopausée, à ce moment-là, on fera une annexectomie bilatérale à laquelle on adjoindra une stadification péritonéale avec une cytologie péritonéale, une exploration, des biopsies du péritoine étagé, une omentectomie. Alors, l'omentectomie, on ne peut pas vous dire laquelle il faut faire. On considère qu'une omentectomie infracolique suffit pour cette stadification et on fait une inspection de l'appendice. On ne retire plus non plus de manière systématique l'appendice, on ne fait pas de manière systématique une appendicectomie, on l'inspecte et une fois qu'on l'a bien vu, s'il est normal, on le laisse tranquille. Par contre, s'il y a des choses qui sont anormales dessus, qui peuvent évoquer par exemple un mucocèle, à ce moment-là, on fera une appendicectomie. La même stadification est à faire en plus du geste sur l'ovaire pour les patients qui ont un désir de préservation de la fertilité. Si on a une forme séreuse unilatérale, on peut faire une kystectomie unilatérale si c'est techniquement réalisable, parce que parfois on est obligé de faire l'annexectomie parce qu'il ne reste plus de parenchyme ovarien. Si c'est une forme bilatérale, là, on va avoir encore plus une indication de kystectomie bilatérale. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les tumeurs frontières mucineuses, on fera une annexectomie unilatérale en plus associée à cette stadification péritonéale. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent, en fait, là, ça c'est la situation qu'on a vue avant où vous partez sur une suspicion de tumeur frontière de l'ovaire. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est très souvent, en fait, vous allez recevoir l'analyse histologique de la kystectomie ou de l'annexectomie que vous avez fait pour un kyste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que vous avez reçu votre analyse histologique, si c'est une forme séreuse et qu'il y a une mauvaise exploration péritonéale, on refera une stadification.
Et à ce moment-là, cette stadification, ça consistera à faire ce qu'on a fait chez les autres patientes en plus, une cytologie péritonéale. On explorera bien toute la cavité péritonéale, on fera des biopsies péritonéales étagées, une omentectomie infracolique et l'inspection de l'appendice avec une appendicectomie uniquement s'il est pathologique. Et pour les patientes qui ont une forme mucineuse, si on a fait juste une kystectomie ou que l'appendice n'a pas été vu lors de l'intervention précédente, il faut les réopérer à ce moment-là pour faire une exploration complète avec une annexectomie unilatérale homolatérale. Et là aussi, petit changement, on ne fait pas d'appendicectomie systématique dans les formes mucineuses, on fait une inspection, on fait l'appendicectomie que s'il est pathologique. Pour ce qui sont des formes de type endométrioïde, comme on a vu tout à l'heure, la différence, c'est que si les patientes sont ménopausées, à ce moment-là, on fera une hystérectomie totale avec une annexectomie bilatérale en faisant toute la stadification péritonéale. Et s'il y a un désir de préservation de la fertilité, on fera un prélèvement endométrial, quand on vient de le dire. Alors, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de données sur la centralisation des tumeurs frontières de l'ovaire. C'est aussi vrai pour les stades avancés, mais on aura plutôt tendance à les orienter vers un centre de référence parce qu'en fait, on aura du mal à faire en préopératoire la différence entre une tumeur frontière et une tumeur invasive. On ne peut pas faire de recommandations sur les données de littérature sur la voie d'abord célioscopique ou laparotomique, donc vous faites ce que vous voulez. Pour ce qui est des tumeurs frontières de stade avancé, on ne fait pas de curage ganglionnaire de manière systématique. On peut éventuellement faire des exérèses s'il y a des adénopathies suspectes. Voilà, le but, c'est vraiment d'obtenir un résidu tumoral nul comme pour un cancer de l'ovaire. Voilà, on utilise des scores pour décrire les implants, etc. Chez les patientes qui sont désireuses de grossesse, en revanche, on proposera toujours un traitement conservateur avec une conservation de l'utérus et en essayant de préserver le maximum d'ovaires si possible. Donc la chirurgie conservatrice, elle peut être proposée dans les stades avancés, mais il faut savoir et prévenir les patientes qu'elle augmente le risque de récidive. En revanche, ça n'a pas d'impact sur la survie globale des patients, c'est pour ça qu'on le propose. Et c'est un traitement conservateur qui sera similaire à celui qu'on a vu dans les stades précoces. On fera de la même manière une chirurgie de restadification en retirant toutes les lésions tumorales si ça n'a pas été réalisé initialement. Pas de chimiothérapie indiquée chez les patientes qui ont une tumeur frontière de l'ovaire. Même en cas d'implant invasif, à ce moment-là, ça se discutera en RCP. Alors, quelles sont les patientes qui récidivent ? Ça va être les patientes, plus on est jeune, forcément, plus on a eu de traitement de conservateur, plus il nous reste de temps à vivre, plus on a de chances de faire de récidive. Donc, moins de 40 ans, c'est un facteur de risque. Si on a un stade FIGO initial avancé, c'est une lapalissade, c'est aussi un facteur de risque de récidive. Quand on a eu un traitement conservateur ovarien, forcément, il y a plus de risque de récidive. Quand on en a laissé, je ne sais même pas si on peut parler de récidive, quand on parle de résidu tumoral, et en la présence d'implants invasifs. Quand on a un traitement conservateur, le risque de récidive il est supérieur pour les tumeurs frontières de l'ovaire séreuses par rapport aux mucineuses. Dans les très rares envahissements ganglionnaires, ce n'est pas associé à plus de récidive et le recours à la célioscopie n'augmente pas non plus le risque de récidive. Donc là, je ne vais pas revenir comme il y a des scores, des nomogrammes de risque de récidive, etc., qui peuvent être utilisés en pratique. Ce n'est pas très facile à utiliser en pratique courante, mais on peut s'y référer pour donner de manière précise aux patientes ces choses-là. C'est Lomna Ouldamer et Sofiane Bendifala qui avaient travaillé sur ces scores sur les tumeurs frontières de l'ovaire. Pour le suivi, on réalise un examen clinique systématique lors du suivi d'une tumeur frontière de l'ovaire et on fait une surveillance d'un marqueur s'il y en avait un qui était augmenté initialement. Et s'il y a eu un traitement conservateur, on fera une échographie endovaginage. On ne peut pas vous dire à quel rythme exactement, mais ce qui paraît raisonnable, c'est toutes les 4 à 6 mois, en tout cas au moins pendant les 3 premières années. Et puis il faut suivre les patientes longtemps parce que les récidives, elles peuvent survenir très tard, voire 10 ans après. Voilà, en général, les récidives, dans la majorité des cas, ça se fait sous la forme d'une nouvelle tumeur frontière. On peut refaire aussi un traitement conservateur, comme on va voir juste après. Donc quand on a une patiente qui fait une récidive, quand on a eu un traitement chirurgical initial, qui était une kystectomie unilatérale ou bilatérale, qu'on est toujours dans le cadre d'un traitement conservateur, on peut proposer soit une seconde kystectomie, soit une annexectomie unilatérale, plus ou moins de kystectomie contralatérale s'il y avait quelque chose de l'autre côté. Pour ce qui est des patientes chez qui on va faire un traitement radical, à ce moment-là, on fera une annexectomie bilatérale et on y associera l'hystérectomie dans les formes endométrioïdes.
Pour les patientes qui avaient une annexectomie unilatérale plus ou moins une kystectomie contralatérale, le nouveau traitement conservateur qu'on peut proposer, c'est une kystectomie sur l'ovaire restant. Et le traitement radical, c'est une annexectomie restante. Et hystérectomie, c'est une tumeur endométrioïde. Toutes ces patientes, elles doivent être, quand il y a un traitement conservateur qui est fait en vue d'une grossesse, elles doivent être adressées en consultation spécialisée de médecine de la reproduction. Alors, tumeur frontière de l'ovaire et grossesse, l'échographie et l'IRM pelvienne, elles vont être recommandées dans le diagnostic d'une tumeur frontière de l'ovaire présumée en cours de grossesse. On ne sait pas trop quoi faire des marqueurs tumoraux pendant la grossesse parce qu'il n'y a pas trop d'études là-dessus. En revanche, il n'y a pas d'argument suffisant pour privilégier une kystectomie ou une annexectomie. On fera toujours une célioscopie si ça peut être réalisé pendant la grossesse et ce sera adapté, bien entendu, la voie d'abord à la taille de la lésion, au terme obstétrical, au désir ultérieur de la grossesse, et tous ces dossiers doivent passer en RCP. Après, pour ce qui est de la voie d'accouchement, il n'y a aucune évidence based à proposer une voie d'accouchement plutôt qu'une autre, en particulier pourquoi faire une césarienne quand on a une indication chez une patiente à faire une stadification, alors qu'après on pourra lui faire une célioscopie dans les suites opératoires, ce qui est moins morbide, dans les suites de l'accouchement, ce qui est moins morbide. Voilà, donc là, quand on a une stadification incomplète et un diagnostic de tumeur frontière de l'ovaire, on peut discuter d'attendre pour faire la restadification après l'accouchement. Alors, pour ce qui est de la fertilité des tumeurs frontières de l'ovaire, compte tenu de la possibilité d'altération de la fertilité, on fera systématiquement une consultation spécialisée en médecine de la reproduction. Il faut bien informer les patientes avant de les opérer du risque de baisse de la réserve ovarienne, qui est lié lui-même au traitement chirurgical. En cas de traitement conservateur, on n'a pas de contre-indication de stimulation ovarienne en vue d'une vitrification ovocytaire après une chirurgie complète. Quand il y a des critères pronostiques qui sont péjoratifs, on discute à ce moment-là les stimulations ovariennes en RCP. Pour ce qui est du recours du traitement chirurgical conservateur, c'est là, bien entendu, la première étape de préservation de la fertilité. Moins vous en retirez, mieux la patiente pourra se porter après pour ce qui est de la grossesse. Il n'y a pas aussi de données qui justifient d'observer un délai particulier pour entamer des procédures d'assistance médicale à la procréation après le traitement. Alors, est-ce qu'on peut prescrire une contraception à ces patientes? La réponse est oui. L'utilisation de contraception après prise en charge d'une tumeur frontière de l'ovaire, elle n'est pas contre-indiquée. Chez les patientes de moins de 45 ans, même chez les rares chez lesquels vous avez dû faire une annexectomie bilatérale, il y a un bénéfice démontré du traitement hormonal de la ménopause sur les risques cardiovasculaires et osseux, et il n'y a pas d'hormonosensibilité, donc on propose un traitement hormonal substitutif. Pour les patientes qui ont une tumeur mucineuse de plus de 45 ans, il n'y a pas de contre-indication, et à ce moment-là, on fait une consultation habituelle d'évaluation de la balance bénéfice-risque. Donc le THS, il peut être prescrit pour les patientes qui ont une tumeur frontière de l'ovaire séreuse chez les patientes de moins de 45 ans sans syndrome climatérique, et donc quand on fait plus de 45 ans par frais bénéfice-risque. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir nous rejoindre à Rennes à la fin du mois de juin au soleil breton. Parce que je rappelle qu'il ne pleut jamais en Bretagne. Merci beaucoup Cyril, c'était vraiment très intéressant. Et puis on va passer au dernier topo de la session, donc Émilie Raymond pour les projets de Francogine en lien avec les tumeurs borderline. Alors, je ne rappellerai pas ce qu'est Francogine puisque le professeur Carcopino l'a très bien fait et ça ne change rien qu'on parle d'ovaire, de col ou de cancer, de tumeurs borderline. J'avais prévu des dias pour rappeler ce qu'étaient les tumeurs frontières de l'ovaire, mais ça a été fait par le professeur Huchon. On a donc fait des recommandations avec le collège, avec un grand nombre de participants qui venaient du groupe Francogine, qui ont été publiés en 2020. Et donc, le groupe a publié deux articles en 2021, un sur les facteurs de risque de récurrence et un autre sur l'application des recommandations. Alors, bien évidemment, comme c'était fait en 2021, on n'a pas utilisé foncièrement les recommandations de 2020. C'était des études rétrospectives, donc il fallait se remettre dans le contexte de l'époque de la prise en charge de ces patientes. Pour la première étude sur les facteurs de risque, c'était donc une étude rétrospective multicentrique de 2001 à 2018, avec des critères d'exclusion qui
semble logique quand on parle du contingent borderline, puisqu'il fallait qu'il y ait plus de 10% de contingent pour inclure la patiente. Bien évidemment, toutes celles où il avait des données manquantes sur la récidive ont été exclues. Pour le comprendre, il faut savoir que les membres du groupe Francongine ont un certain nombre de leurs patientes qui leur sont adressées et que le suivi après peut être réalisé par son gynécologue de ville. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de données qui peuvent manquer dans ces bases. Et bien évidemment, nous avons également exclu toutes les patientes qui avaient un type histologique rare. La récidive, elle a été définie comme histologiquement prouvée déjà, mais sur des données cliniques, biologiques ou radiologiques, qu'elles soient sous la forme de tumeurs frontières ou de cancer infiltrant. Et le délai était défini comme le temps entre la première chirurgie et la découverte de celle-ci. Pour que la patiente puisse être considérée comme ayant eu un traitement conservateur, il fallait qu'il y ait eu une préservation de l'utérus et au moins d'un ovaire ou d'une partie de celui-ci. Il a été défini comme une stadification péritonéale recommandée d'avoir réalisé la cytologie péritonéale, une large biopsie de l'épiplomb ou une néomentectomie, des biopsies péritonéales multiples, une appendicectomie en cas de tumeur mucineuse et que cette chirurgie était faite en un temps ou en 2 temps, c'est-à-dire après une réintervention en fonction des résultats anatomopathologiques, puisque comme vous le savez, de temps en temps, on fait des prises en charge pour des kystes qui sont peu suspects et à la NAPAT, nous sommes surpris. Donc sur la base, nous avions 564 patients. Après exclusion, nous avions 493 patientes qui ont été réparties en 37 patientes dans le groupe récidive et 456 dans le groupe sans récidive. Concernant les résultats, comme on s'en doute et comme on l'a dit, c'est des tumeurs qui touchent les femmes jeunes, donc 48,8 ans d'âge moyen, avec quand même 33% de patientes qui avaient moins de 40 ans. C'était dans 29,6% des cas des nullipares, d'où l'intérêt du traitement conservateur dans cette pathologie, on en a déjà parlé. La célioscopie initiale dans 59% des cas, avec un traitement conservateur après 1 ou 2 chirurgies de 28%. La stadification a été possible de façon recommandée dans 74% des cas et il y avait une atteinte bilatérale dans 15% des cas, pouvant expliquer que le traitement conservateur n'a été fait que dans 28% des cas en fonction de l'âge des patientes et de l'atteinte. Concernant les implants, on voit que 13,4% des patientes avaient des implants, dont 2% étaient des implants invasifs. Et les stades FIGO, une majorité de stades précoces dans cette pathologie, bien évidemment. Alors, le suivi moyen dans cette étude était de 30,5 mois, court, mais je vous l'ai déjà expliqué, il y a l'effet centre et après la surveillance faite en périphérie qui pouvait l'expliquer. Un taux global de récidive qui est de 7,5%, avec des délais moyens de récidive globale à 44 mois, alors sous la forme de borderline dans 47,6 mois et de type invasif à 26,6 mois, avec un âge moyen au moment de la récidive de 35 ans. En analyse univariée, nous avons trouvé que le traitement chirurgical était un facteur de risque de récidive et le stade FIGO, puisque bien évidemment, quand vous êtes une femme jeune, que vous voulez conserver votre fertilité, on va faire un traitement chirurgical conservateur avec un risque de récidive et que lorsque vous avez un stade FIGO élevé, vous avez également plus à risque de récidiver. Le type histologique également était un facteur de risque, comme l'a précisé le professeur Huchon dans ses recommandations. Plus d'implants dans les stades FIGO avancés, expliquant effectivement qu'il y avait plus de patientes qui récidivaient dans ce groupe. Lorsqu'on fait une analyse multivariée, on voit principalement que c'est le stade FIGO et le traitement qui sont retrouvés comme facteurs de risque sur la survie sans récidive et par contre, ce n'est pas significatif. Excusez-moi, c'était seule donnée significative qui était retrouvée par rapport aux autres facteurs précédemment cités. Donc, le stade avancé et le traitement conservateur. Donc, comme on l'a dit, le traitement conservateur est un facteur de risque de récidive. Ça a été largement retrouvé dans la littérature. Cependant, on sait que ça n'a pas d'impact sur la survie de nos patientes de récidiver, puisque même la récidive est souvent de bons pronostics. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours privilégier une kystectomie unilatérale à une annexectomie unilatérale quand c'est possible, puisque en cas de deuxième récidive, on peut continuer à faire un traitement conservateur. Alors, des modèles prédictifs de risque de récidive, comme le professeur Huchon l'a dit,
les nomogrammes du docteur Ben Difala et du professeur Ouldamer montrent bien que la cystectomie est à risque de récidive à 5 ans multiplié par 11 et que cependant, faire un traitement conservateur, ça va avoir un impact chez nos patientes qui sont jeunes sur le taux de grossesse avec un taux plus élevé et dans des délais plus courts. Donc il faut à tout prix les privilégier, surtout que cette récidive n'a pas d'impact sur la survie des patientes. Concernant le stade avancé, bien évidemment, c'est largement reconnu dans la littérature parce que ça va prouver qu'on a une étendue extra-ovarienne de la maladie qui va augmenter cette récidive, même en cas de chirurgie carcinologique complète. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça et c'est largement retrouvé, donc on n'est pas étonné de ce résultat-là. Cependant, l'âge, le professeur Huchon l'a déjà précisé, on a des femmes jeunes. Vous avez vu qu'il y avait quand même 33% de patientes de moins de 40 ans qui étaient atteintes de cette maladie dans la cohorte. Et donc, bien évidemment, quand on a une maladie plus jeune, on a des récidives qui peuvent aller jusqu'à plus de 10 ans, ben on a plus de chances de récidiver. C'est retrouvé dans la littérature. C'est pour ça qu'il faut suivre les patientes très longtemps, puisqu'à 10-15 ans, elles peuvent récidiver. Dans notre cohorte, ça n'a pas pu être retrouvé, mais parce qu'on a des suivis courts, et on a quand même 24% des patientes qui ont des suivis de moins de 12 mois, parce qu'elles vont être suivies en extérieur par leur gynécologue, et dans un certain nombre de cas, la récidive va peut-être pouvoir être prise dans un autre centre en fonction de où vit la patiente. Donc, c'est des données qu'on n'avait pas dans un grand nombre de cas. Concernant la stadification péritonéale, dans 74% des cas, on était conforme aux recommandations, ce qui était bien, et on a vu que ça n'avait aucun lien avec la récidive. Lorsqu'on analysait la littérature, on pouvait voir que plus on ne faisait pas d'acte de restadification, puis on augmentait le taux de récidive, et en particulier lorsqu'on omettait de réaliser une omentectomie. Donc, le faible taux de procédures conformes aux recommandations, c'est vraiment très délétère, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à restadifier les patientes, comme ça a été montré dans les arbres décisionnels auparavant. Tout simplement parce qu'on peut sous-évaluer un stade FIGO et méconnaître des implants, ce qui n'est pas négligeable pour les patients, et que la stadification complète qu'on avait de 74% était très bon, et avec des faibles taux de récidive qui étaient que de 7,5%. En conclusion, c'était quand même une des plus importantes études françaises et une des plus importantes à l'international pour évaluer ces facteurs, puisqu'on parle d'une pathologie rare. Donc avoir quasiment 400 patients d'une pathologie rare, c'était quand même bien. Et c'est pour ça que ces travaux ont été faits. Les deux facteurs de risque retrouvés, c'était le traitement conservateur et le stade FIGO avancé, avec l'intérêt de restadifier les patientes qui ne l'ont pas été lors de la première chirurgie pour ne pas méconnaître un stade tumoral avancé. Et il a été dit dans les recommandations de 2020 qu'il n'y avait pas forcément de centre expert en chirurgie oncologique, mais ça peut optimiser la prise en charge, puisque dans un certain nombre de cas, les gens vont se dire c'est peut-être un borderline, je vais tout de suite faire mes biopsies, mon omentectomie, ça évitera d'y retourner une deuxième fois. Ce qui ne peut, dans un certain nombre de cas, ne pas forcément venir à l'esprit sur une lésion au RADS3, par exemple. La deuxième étude, qui va un peu revenir sur un certain nombre de données qui ont déjà été faites sur la première étude, c'était est-ce que les prises en charge sont conformes aux recommandations, parce qu'il faut aussi de temps en temps se remettre en question sur ce qu'on fait. On a l'impression qu'on fait les choses bien, mais il faut avoir des vraies données pour le savoir. Donc là, comme les recommandations sont sorties en 2020, ils se sont appuyés sur les recommandations de 2018. Donc on peut avoir une petite discordance avec le topo précédent. Toujours une étude rétrospective multicentrique avec des critères d'exclusion qui n'étaient pas les mêmes, mais c'était les cancers de l'ovaire, les sous-types endométrioïdes, les patientes avec une prise en charge incomplète ou non chirurgicale et les tumeurs découvertes au cours de la grossesse. 332 patientes avec un âge moyen au diagnostic toujours le même, 48,8 ans, 32% de nullipares, avec une répartition sérum-mucineux un peu inférieure à ce qui était donné au topo précédent, mais qui reste dans des proportions comparables. Concernant le bilan préopératoire, l'imagerie, un grand nombre de patientes ont eu une échographie, 91%, et 63 ont eu une IRM avec une suspicion de BOT dans 55% des cas. Donc on voit bien qu'à l'époque, peut-être que tout le monde n'utilisait pas les fameuses règles de l'IRM en ORADS, qui n'étaient pas forcément encore diffusées partout, pour caractériser les tumeurs, ce qui peut expliquer ce résultat-là. 39% ont eu un scanner abdominopelvien. Les tumeurs étaient de taille non négligeable, puisque la moyenne était à 11 cm tout de même, c'était des grosses tumeurs, et elles étaient bilatérales dans 19% des cas, avec un CA125 moyen à 537.
Il a été analysé après la prise en charge célioscopique versus laparotomie ou laparoconversion après une célioscopie première. On voit que tout d'abord la taille était un facteur pour la voie d'abord, et c'est évident, et c'est ce qu'on avait eu du mal à définir dans les recommandations de 2020, c'est-à-dire à quel cut-off on met. Le cut-off, il est aussi dépendant de l'équipe qui va prendre en charge la patiente, ce qui explique bien évidemment qu'en célioscopie, on est à 8 cm alors qu'on est à 16 cm en laparoconversion, le but étant de ne pas rompre la tumeur. Concernant la voie célioscopique, on voit qu'il y a quand même un taux de rupture intra-opératoire plus important, mais non significatif, et un staging non conforme est également plus important, mais non significatif. Concernant les traitements conservateurs versus non conservateurs, bien évidemment, les patientes ménopausées avaient un traitement plus facilement non conservateur, et que la taille de la tumeur était également différente en fonction du traitement qui allait être administré à la patiente, et de façon significative, puisque les tumeurs, les kystes ovariens du traitement conservateur étaient de taille inférieure. Cependant, il existait un impact de cette prise en charge avec un taux de récurrence plus important en cas de traitement conservateur, et pas de différence sur la non-conformité à la stadification entre les deux groupes. La stadification péritonéale, si on va un peu plus loin dans l'analyse, on voit que la cytologie péritonéale était faite quasiment systématiquement. L'omentectomie infracolique ou infragraphique uniquement dans 83% des cas, et les biopsies péritonéales dans 82% des cas, avec en moyenne quasiment 2 biopsies lors d'une chirurgie initiale et un peu plus de 3 biopsies en cas de restadification. Et qu'il existait encore 85% d'appendicectomie à ces moments-là, et en particulier si les patientes avaient un sous-type intestinal. Lorsqu'on s'intéresse au stade FIGO, on voit qu'en cas de stade précoce, il y a un plus grand taux de non-conformité à la stadification, et cela de façon significative, avec 25% versus 13%, et qu'on a un taux de récidive plus important en cas de stade avancé, également significatif, mais on en a déjà discuté au topo précédent. Concernant la récidive, on a un suivi moyen à 63 mois, avec un taux de récidive global de quasiment 8%, avec 1,2% de mode invasif. La durée moyenne avant récidive est d'environ 45 mois, avec des taux de survie après récidive de 100%. Une chirurgie de la récidive a été faite dans 85%, et 1,8% des patientes ont une deuxième récidive, sans impact de la stadification péritonéale et de la voie d'abord là-dessus. Donc, les résultats concernant la conformité aux recommandations, 44% des patientes ont eu un examen extemporané, 22% ont une stadification incomplète, et ce qu'on retrouve le plus qui manquait dans la stadification, c'est l'omentectomie, les biopsies péritonéales en deuxième position, puis la cytologie péritonéale. Donc 79% d'abord célioscopique, c'est plutôt bien, mais ça s'explique par les limites. On en a déjà parlé, la taille tumorale, vous n'allez pas faire une célioscopie pour une masse de 16 cm. Le but étant d'éviter la rupture péropératoire qui va augmenter le risque de récidive de la patiente, même si ça n'a pas d'impact sur la survie. On ne peut pas donner un cut-off, ça dépendra de l'équipe et de son entraînement et du matériel qu'il a, puisque bien évidemment, pour sortir un kyste de 6 cm de façon propre, ça va nécessiter des sacs adaptés, et des sacs adaptés pour des tumeurs de 15 cm. Tout le monde n'en a pas forcément dans ses blocs opératoires s'ils ne sont pas aguerris à ce type de chirurgie. Ce qui n'a pas été retrouvé, c'est des tailles tumorales moins importantes sur l'augmentation du risque de récidive. Concernant la stadification péritonéale, 77% des cas, le problème des biopsies se pose toujours, tout simplement parce qu'on ne connaît pas le nombre et la localisation de ces biopsies, et ce qui explique que vous voyez qu'on a des chiffres de 0 à 6 dans l'étude, mais la littérature elle est insuffisante. Quand on a refait les recommandations en 2020, on était incapable de vous dire le nombre qu'il fallait, puisqu'on n'a pas suffisamment d'études pour ça. Concernant la cytologie péritonéale, elle est bien réalisée dans cette étude. C'est important puisque c'est un indicateur sensible de l'atteinte de la surface ovarienne et péritonéale chez ces patientes, et ça va surtout marquer une maladie extra-ovarienne infraclinique. Donc c'est le premier geste à faire à partir du moment où on commence une chirurgie pour un kyste ovarien. Concernant la stadification incomplète, c'est plus fréquent dans les stades précoces, mais ça n'a pas d'impact sur le taux de récidive, reprise ou non,
À cette époque-là, on n'avait pas l'organigramme qu'on a suite aux recommandations de 2020 et ça dépendait des décisions des RCP. Concernant les sous-types mucineux, 96% des patientes avaient une annexectomie et dans le sous-type histologique intestinal, 85% avaient des appendicectomies, ce qui était totalement conforme aux recommandations de l'époque. Le taux de récidive global est faible, avec peu de formes invasives. Ça reste inférieur à ce qu'on retrouvait dans la littérature puisqu'on avait 5,4% de formes invasives. Alors, quid de l'impact de centres qui ont l'habitude de faire de la chirurgie en pathologie cancéreuse ovarienne, qui vont peut-être faire de plus grosses biopsies. On l'a dit tout à l'heure, la taille de la biopsie a un impact sur si on veut faire de la biologie moléculaire après, de la façon dont ils ont traité ces kystes et comment ils appréhendent cette pathologie. Après, il y a aussi l'effet d'une pathologie rare avec 400 patientes, c'est ce qui n'est pas le cas dans les études qui ont été montrées précédemment dans le cancer de l'ovaire. Question en suspens. Une récidive plus fréquente en cas de kystectomie, c'est normal, c'est des femmes jeunes qui peuvent avoir des stades avancés et un traitement conservateur. On sait que c'est un facteur de risque de récidive bien établi. Est-ce que l'impact des centres a joué un rôle? On ne peut pas conclure pour l'instant, ça reste des vraies questions. Comme je vous dis, un chirurgien oncologue n'a peut-être pas la même appréhension d'une kystectomie qu'un chirurgien qui ne fait pas de chirurgie oncologique. On n'en sait rien, on n'a pas de littérature. En conclusion, on a vraisemblablement une bonne application des recommandations avant les recommandations de 2020. Ça nécessite, je pense, ça n'engage que moi personnellement, moi-même, en accord d'experts avec moi-même, comme dirait une de mes collègues de RCP. Une centralisation des prises en charge en centre expert, ça a forcément apporté quelque chose du fait de l'expérience en chirurgie oncologique de la personne qui va la prendre. Il ne va pas forcément être plus agressif, mais il va toujours avoir une arrière-pensée de ne pas y revenir en faisant des biopsies multiples, et ce qui va permettre d'augmenter le taux de stadification initiale et de limiter peut-être potentiellement les patientes avec des récidives, puisqu'il aura stadifié correctement la patiente initialement, le stade FIGO avancé étant un facteur de risque de récidive. Je vous remercie, et puis bien évidemment à Rennes au mois de juin pour le workshop Francogine. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'un des topos qui sont passés? Non, c'était crystal clear. Bon, c'est toujours très intéressant de voir notamment la présentation des différents travaux du groupe. Ça permet à la fois évidemment de voir l'ensemble des projets qu'on peut faire sur des bases rétrospectives quand on travaille ensemble. Ça souligne aussi évidemment les limites parfois des bases rétrospectives et du coup l'intérêt de construire derrière, et c'est ce qu'est en train de faire le groupe, des projets prospectifs qui vont permettre de répondre à un certain nombre de questions sur lesquelles clairement pour l'instant on n'a pas encore assez d'éléments de réponse sur les bases qu'on a. Donc ça c'est le premier élément, et puis après ce qui ressort aussi beaucoup de ces différentes présentations, c'est cette notion de centre expert, de centralisation qui est assez finalement difficile à définir de manière très précise, parce que on l'a vu avec la présentation du professeur Huchon, il y a la notion d'expertise technique, c'est sûr, mais on voit aussi qu'il y a l'importance du management péri-opératoire, avec le rôle des anesthésistes, avec le rôle des structures de réanimation éventuellement, les techniques de réhabilitation, donc ça veut dire la prise en charge en service. Donc c'est plus qu'une simple expertise technique, ça va au-delà un petit peu finalement du simple service de gynécologie parfois, et c'est ça qui est parfois difficile aussi à appréhender dans la définition des centres experts. C'est pas seulement le chirurgien qui est accrédité pour une chirurgie, mais c'est vraiment la structure, et donc il faut prouver que tous les chaînons de la prise en charge sont concordants pour permettre la meilleure prise en charge en accord avec les connaissances actuelles. Donc c'est tout ça, je pense, qui a été bien souligné dans les présentations. Merci en tout cas à tous d'être restés. Ah, une question. Oui, j'ai une question. J'ai eu récemment une patiente que j'ai opérée de cancer du sein et qui avait en même temps une tumeur borderline de l'ovaire. Entre-temps, elle a eu de la chimiothérapie, et après sa chimiothérapie, je l'ai reconvoquée pour faire la stadification péritonéale que je n'avais pas faite au début. Et j'ai présenté mon dossier au centre expert qui m'a dit pas de stadification parce que c'était une tumeur séreuse, mais ils m'ont répondu que comme ce n'était pas papillaire, il ne fallait pas faire de stadification. Je n'ai pas
trop compris la nuance. Bah, c'est-à-dire que logiquement, si vous aviez bien fait votre inspection au départ, qu'il n'y avait pas de doute, elle a quel âge cette patiente? Elle a quel âge cette patiente? Oh, elle a une cinquantaine d'années. Et c'était quoi l'histo? Votre geste initial, c'était quoi? C'était une tumeur cireuse, je ne me souviens pas. C'était une annexectomie? J'ai fait une annexectomie bilatérale. Annexectomie bilatérale. Oui, annexectomie bilatérale sur une forme séreuse, ça ne me choque pas forcément de ne pas la reprendre. Après, c'est des discussions de RCP. Non, mais la chimio, on s'en fout. Presque, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas d'indication de chimio pour les tumeurs frontières. Donc, bon, je ne suis pas du tout choqué qu'on ne voulait pas demander de la rostadifier, en tout cas. Bonne soirée à tous.